Bonjour à tous. À contre-courant de ces élus qui pensent qu'il suffit de salarier des médecins pour résoudre la problématique des déserts médicaux, nous allons parler ce matin d'exercice libéral et même d'entreprise médicale. C'est peut-être un nouveau stade d'évolution du cabinet et un mode de survie de la médecine de ville face aux menaces qu'on a évoquées durant ces 2 jours, la financiarisation et la nationalisation. Car le défi de la décennie à venir, c'est bien celui du temps médical. Comment soigner plus de patients avec moins de médecins. Donc les 3 intervenants qui sont ici aujourd'hui ont réfléchi à ces questions de gestion, de rationalisation, de productivité, qui sont peut-être encore aujourd'hui des gros mots en médecine, mais qui vont s'imposer dans les années à venir par nécessité. Donc voilà, commençons par le docteur François Pelaine. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de cette introduction. Merci à Franck et à la CSMF de m'avoir invité. J'en suis très heureux. Je voudrais juste vous présenter un peu plus largement parce qu'il y a d'autres choses à savoir sur vous. Donc vous êtes ophtalmologiste. Vous êtes cofondateur et président du groupe Point Vision en 2011, qui compte aujourd'hui une 50aine de centres d'ophtalmologie et qui réalise 5% des consultations de la spécialité. Vous accueillez 1 million de patients par an dans vos centres. 1,4 million. Voilà, donc ça a encore augmenté. Vous êtes également l'auteur en 2020 de Crise sanitaire, pourquoi il faut presque tout changer, le temps du médecin entrepreneur. Donc c'est une question à laquelle vous avez donc déjà réfléchi. Et vous avez par ailleurs été directeur général adjoint de Pfizer France. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le groupe Point Vision s'est développé, quels sont les principes fondateurs de votre organisation et comment vous parvenez aujourd'hui à proposer dans vos centres des rendez-vous en moins de 8 jours, alors qu'on sait que les délais d'accès en ophtalmologie sont l'un des symptômes les plus visibles de la désertification médicale. Merci. Alors cette fois, j'y vais. Je voudrais commencer par dire juste un mot avant de répondre à vos questions. C'est que innover pour un praticien en médecine, c'est une lourde tâche. Je préviens ceux qui sont tentés. Parce qu'il y a des blocages qui arrivent assez vite et il faut être assez solide afin de pouvoir réussir son projet. Alors mon projet, il a été dès le début orienté patient. Vous le savez, c'est les marronniers de la presse. L'accès à l'ophtalmologiste est quelque chose qui se fait beaucoup discuter. Et on en discutait déjà beaucoup au début des années 2010. Et je me suis dit, comme j'étais industriel, je cumule les défauts, je me suis dit que ça valait le coup de réfléchir à pourquoi il y avait un problème d'accès à l'ophtalmologiste. J'ai travaillé avec un économiste de la santé qui s'appelle Gérard de Pouvoirville. Et on a vu que c'était la consultation de base, l'entrée dans la spécialité qui posait problème. Alors pourquoi ça pose problème? Parce que le nombre d'ophtalmos s'érode. Par contre, c'est une spécialité où la demande de consultation augmente énormément parce que quand j'ai débuté mes études, il y avait très peu de DMLA parce que l'espérance de vie était basse. Plus l'espérance de vie monte, plus les pathologies dégénératives augmentent et donc plus il y a des besoins dans la spécialité. Et puis il y a aussi que les jeunes médecins, en ophtalmologie comme ailleurs, ne veulent plus travailler comme avant, avoir une vie de famille, équilibrer le privé et le travail, et si possible avoir une installation clé en main. Et pas se torturer pour organiser tout ça. Alors, une fois fait ce constat, moi je suis parti sur la règle de 3. Alors, la règle de 3, c'est qu'un ophtalmo, et un médecin souvent, en tout cas en ophtalmologie, on fait un petit tiers d'administratif qui monte avec les années. On fait
nous, dans notre spécialité, un gros tiers de technique, la prise de tension oculaire, la photo du fond d'œil, la réfraction, tout ça c'est technique. Ça peut être fait par un technicien, en l'occurrence un orthoptiste. Et si c'est fait par un bac+3, c'est du gain de temps au lieu de le faire par un bac+12. Et puis le troisième tiers, c'est le temps médical. Si vous n'avez qu'un tiers de votre temps à consacrer au temps médical alors que vous avez été formé en 12 ans pour ça, c'est dommage. Alors, mon idée, ça a été qu'un ophtalmo devait faire 0 administratif. Et pour ça, on a mis en place un GIE qui fait toutes les tâches administratives, de trouver un cabinet, faire les travaux, organiser le planning, et tout, et tout, et tout. 0 technique. Tout ce qui est fait, tout ce qui est technique doit être fait dans un cabinet d'ophtalmologie par un paramédical, sous le contrôle du médecin. Et donc, nous avons généralisé ce qu'on appelle le travail aidé ou la collaboration entre ces deux professions. Et on a mis en place des protocoles organisationnels de travail entre les ophtalmos et les orthoptistes. Et si vous faites ça, si vous dégagez le temps administratif et le temps technique, au lieu de passer un tiers de votre temps à faire de la médecine, vous passez 80% de votre temps à faire de la médecine. Ça a un double avantage. Il y a plus de consultations, donc il y a moins de délais, sans dégrader la qualité. Et puis, si vous faites plus de consultations, vous avez plus de CS dans une journée. Autre point important qui a nécessité pour moi ce type d'exercice, c'est qu'il y a de plus en plus dans notre spécialité en ophtalmologie de machines, de technologies, d'intelligence artificielle. Et vous comprenez bien que si il faut des administratifs, des assistants médicaux, des paramédicaux, la plupart du temps des orthoptistes, parfois des opticiens, voire des infirmières. Si il y a beaucoup de techniques, d'informatique, de digital, et qu'il faut aussi quelqu'un pour l'informatique, et si on se regroupe entre médecins, ça devient une entreprise. Alors, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Franck a introduit le sujet tout à l'heure. L'entreprise médicale n'est pas un commerce. C'est-à-dire que l'entreprise médicale, elle se fait sous la forme, la plupart du temps, de société d'exercice libéral. C'est une société civile qui ne fait pas de commerce. Voilà. Donc, on peut utiliser le mot entreprise médicale sans dévier par rapport à la conscience professionnelle. Qui dit entreprise médicale dit formation quand même. Et ça, c'est un point que j'ai beaucoup développé dans mon fameux bouquin. J'en ai amené quelques exemplaires pour ceux que ça intéresserait après la table ronde. Mais qui dit entreprise médicale dit qu'il faut manager du personnel. Et alors, il y a un truc, moi, qui m'étonne, c'est que pour les ophtalmos, en 12 ans de formation, il n'y a pas 1 heure de formation au management. Et moi, je prône la formation au management pendant les études médicales. Alors, on m'explique qu'elles sont déjà très lourdes et qu'il n'y a pas le temps, mais trouver, je ne sais pas, 10 heures par an pour sensibiliser à toutes les problématiques de management, ça me semblerait une bonne idée. Alors, chez Point Vision, on a tout repris, la chaîne de valeur de l'ophtalmologie. On a d'ailleurs été les premiers, je dis ça pour mon voisin, à faire des rendez-vous sur Internet, avant même que Stanislas Niok n'ait créé Doctolib, puisqu'on a démarré en 2012, et donc on a développé en 2011, alors que je crois que Doctolib est né en 2013. Voilà, donc on était les premiers avant Doctolib. Enfin bon, c'est Doctolib qui a remporté le titre de licorne, c'est pas nous. Mais on a toujours un système de prise de rendez-vous autonome, même si on travaille aussi avec Doctolib.
Et on a revu aussi tout le parcours patient. On a fait quelque chose de nouveau, c'est la certification de notre parcours patient. On travaille avec Veritas. On a beaucoup travaillé sur le contrôle de qualité. Alors, quelques chiffres, mais ils ont déjà été gentiment donnés. On a été en 2010, on est parti de zéro, hein, avec mes deux associés qui ne sont pas médecins. En 2010, on a été incubé à l'Institut de la Vision de José Sahel. On a créé la société en 2011. On a ouvert les deux premiers centres en 2012. C'était un peu la preuve du concept à Paris et à Lyon. Et puis, aujourd'hui, on en est en effet à 350 ophtalmos qui, tous les mois, travaillent chez nous. 1 millier de personnes, dont 80 à 90 personnes dans le groupement d'intérêt économique pour l'administratif. On a 52 centres et on a vu en effet l'année dernière 1 400 000 patients. Alors, la nouveauté de 2022, alors nos amis de la CNAM sont partis, enfin, je crois qu'il y en a quand même un dans la salle probablement. Voilà Philippe, que je salue. On a voulu innover parce que notre modèle, c'est plutôt des gros centres qui conviennent aux villes, les grandes villes, les métropoles, voire les villes moyennes, mais pas trop aux petites villes et aux déserts médicaux. Et on a développé un modèle de téléconsultation, enfin de poste avancé en ophtalmologie, qui associe la présence d'un orthoptiste et d'une secrétaire sur le lieu, mais pas le médecin en permanence, et le médecin à distance, ophtalmo, alors essentiellement pour les problèmes de lunettes et de lentilles de contact, hein, pas pour la pathologie, mais c'est quand même quasiment 70 ou 80% de la demande de nos patients. Et si le bilan n'est pas totalement normal, à ce moment-là, on revoit le patient en présentiel et le médecin se déplace une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours pour voir les patients qui nécessitent d'être vus. Alors, on a mené cette expérimentation avec la CNAM pendant 1 an. Elle a été positive et donc maintenant on va déployer des postes avancés partout où on le peut. J'insiste sur un point, c'est que ça doit être régionalisé. Parce qu'évidemment, on ne peut pas venir consulter si on est à 800 km. Voilà, donc la téléconsultation en ophtalmologie comme ailleurs nécessite la régionalisation. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, j'ai presque fini. Je voudrais dire que chez nous, parce qu'au début, on nous disait, vous n'aurez pas assez d'ophtalmo pour faire ce que vous voulez faire. Une 50aine de centres, on voulait faire dès le début. Et il faut être très flexible. C'est-à-dire que chez nous, tous les statuts, nous, on va bâtir l'offre en fonction des désirs des médecins. C'est-à-dire si un médecin veut être chef de centre libéral chez nous, il va l'être, à condition qu'évidemment on s'entende. Mais il peut être aussi libéral, ce qu'on appelle ultra-minoritaire avec une part, et puis travailler chez nous comme libéral. Il peut être salarié. On a, je crois, 180 ophtalmos salariés chez nous. Alors, c'est le statut qu'il veut, hein, le médecin. Il veut un CDD, on lui donne un CDD. Il veut un CDI, on lui donne un CDI. Il veut un temps partiel, il fait un temps partiel. Il veut un temps complet, il fait un temps complet. On s'adapte totalement au désir du médecin. Et c'est comme ça qu'on en recrute beaucoup. Et puis, on a également des collaborateurs libéraux. Et puis, pour nos amis de l'ISNI, on est évidemment très heureux d'avoir de nombreux remplaçants chez nous, parce que c'est comme ça qu'on fait tourner nos centres le samedi et d'ailleurs les jours fériés aussi. Alors, il y a 2 notions que je ne vais pas développer, mais qui seront peut-être développées dans la discussion. C'est aussi que tout ça, ça nécessite d'intégrer la transformation numérique. Et ça, c'est très important. Et puis, il y a une notion plus récente que je voudrais lancer comme ça.
parce qu'elle va nous arriver à nous aussi, c'est le côté RSE. Il y a des directives européennes qui arrivent. Elles ne s'appliqueront pas tout de suite à des petites structures, mais elles s'appliqueront à des grosses structures. Et de toute façon, que ça soit obligatoire ou pas, je crois que c'est une bonne chose d'être sensibilisé à toutes les contingences environnementales. Merci pour cette première présentation. Je reviens sur le poste avancé dont vous avez parlé. C'est vrai que ça répond à une aspiration, vous me l'aviez dit, des jeunes médecins qui ne veulent pas forcément aller s'installer dans des petites villes, mais qui vont pouvoir rester dans le grand centre et venir qu'une fois par semaine. Voilà, Oui. c'est un peu le modèle que vous avez développé. Le premier centre était à Saint-Quentin dans l'Aisne. Il y en a d'autres qui sont... Oui, on en ouvre un à Privas et on va en ouvrir... on a l'idée d'en ouvrir 2 par gros centre. Et à maximum 1 heure de distance du gros centre pour les raisons de continuité des soins que j'ai décrit tout à l'heure. Alors, ce modèle Point Vision peut-il être appliqué à d'autres spécialités médicales et en particulier à la médecine générale qui a des problèmes de désert? Alors, pour que ça marche, il faut évidemment qu'il y ait du temps technique. Alors, le temps administratif, tout le monde l'a, hein. Bon, ça, c'est évident. Après, le temps technique, ça dépend des spécialités. Je sais qu'en médecine générale, il y a un modèle qui tourne, qui s'appelle Ipso Santé. Après, je ne vais pas empiéter sur l'intervention de mon collègue, mais je pense qu'il y a des choses évidemment à faire avec les infirmières, les kinés, etc. Et il y a des spécialités où ça s'applique bien. Je ne sais pas, je pense à la dermatologie avec tout le côté esthétique, l'ORL avec les troubles de l'audition, et la rhumatologie avec justement les kinés, tout ce qui tourne autour de l'arthrose. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de spécialités où on peut en effet, nous les médecins, tout en gardant la primauté. Moi, je pense que c'est très important. C'est pour ça que je prône l'entreprise médicale. Je ne prône pas l'entreprise médicale pour l'entreprise. Je prône l'entreprise médicale parce que dans toutes ces délégations, je pense qu'il faut que le médecin reste à la tête de la structure. Et il ne restera à la tête de la structure que si c'est organisé en entreprise. Parce que si c'est pour travailler avec des orthoptistes libéraux, etc., bon, bah c'est du maillage, c'est de l'organisation, des soins, mais on risque de perdre un petit peu le côté médical des choses. Donc c'est pour ça que je pense que la médecine libérale ne survivra que grâce à l'entreprise médicale, parce que c'est le moyen de faire que le médecin reste à la tête de la structure et qu'il n'y ait pas d'autonomisation de profession paramédicale, là où actuellement c'est fait par un médecin. Alors là, c'est-à-dire qu'on parle de délégation de tâches et pas de transfert de compétences, c'est-à-dire que la responsabilité reste celle du médecin, alors que dans le transfert de compétences, l'acte est entièrement transféré, y compris avec sa responsabilité, à l'autre, au professionnel paramédical. Tout à fait. Après, moi, je vous ai dit, mon projet, depuis le début, il est orienté patient. Et sincèrement, le patient, il veut voir le médecin. Moi, je le vois parce que sur Saint-Quentin, quand on a fait l'expérimentation avec la CNAM, on proposait, alors c'est pas de l'autonomisation, mais on proposait aussi de la téléexpertise. Et c'est-à-dire que le patient ne voyait que le paramédical et pas le médecin. Ben, on voyait bien sur la prise de rendez-vous sur Internet que ce qui partait en premier, c'était la téléconsultation, et puis quand il n'y en avait plus, le patient prenait la téléexpertise. Mais le patient, il veut voir le médecin. Voilà. Donc, c'est pas une histoire de on est en haut de la pyramide, les autres sont en bas, pas du tout. L'histoire, c'est qu'il faut satisfaire les patients, et les patients, ils veulent voir des médecins. Voilà, c'est tout. Et donc, il faut une organisation où on puisse en effet travailler en collaboration avec les professions, en les responsabilisant. Moi, je sais pas, j'ai travaillé dans l'industrie. Tout le monde n'était pas PDG, mais moi j'ai pas été PDG, mais ça va, j'étais responsabilisé dans ce que je faisais quand même. Comment est-ce que vous expliquez ces réticences
du corps médical, quand même vis-à-vis des délégations de tâches? Justement, par la peur d'autonomisation et donc de éventuellement dégradation de la qualité des soins. Quand je dis qu'il faut être tourné vers le patient, d'abord le patient va voir un médecin, mais c'est quand même aussi une garantie de qualité des soins. Donc évidemment, ça fait peur à la profession de voir que des pans entiers peuvent partir ailleurs, et c'est pour ça qu'il faut... Mais en même temps, il faut proposer quelque chose. On ne peut pas dire on ne veut pas que ça parte, et on ne touche rien, on reste comme avant. Non, il faut bouger, et c'est pour ça qu'il faut aller vers l'entreprise médicale, et en bougeant, on reste à la tête de l'organisation des soins, mais en même temps, on laisse des paramédicaux prendre toutes leurs responsabilités, qui sont grandes. Et je voudrais quand même dire un mot aussi des secrétaires médicales, parce qu'elles ont un rôle fondamental dans l'organisation. Voilà. Docteur Bertrand Legrand, bonjour. Donc vous êtes... Moi j'ai une question. Pardon. Bonjour. Moi je suis généraliste. Bonjour Odile Lefaro. Je voudrais te poser une question parce que sur l'entreprise médicale, ce qui serait intéressant pour nous, c'est que tu développes les freins, les réticences, les obstacles, les vrais obstacles que tu as rencontrés sur la constitution de l'entreprise libérale. Oui. C'est ça qui est intéressant finalement. D'accord. Bon, alors je ne vais pas raconter ma vie parce qu'elle n'a pas toujours été facile. Quand on fait nouveau, on bouge les lignes et l'ordre des médecins de Paris, en l'occurrence, puisqu'on avait ouvert le premier centre à Paris, nous a attaqués et a souhaité que nos centres ferment. Donc on a essayé de trouver un consensus et ça n'a pas été le cas. Donc on a été en conseil régional où on a gagné, on a ensuite été en conseil national où on a gagné et puis on a été jusqu'en conseil d'État. Donc vous voyez, quand même, c'est allé loin. Ça a pris 2 ans. Ça nous a un peu pourri la vie, il faut le reconnaître, parce que bon, maintenant, une fois que c'est passé, bon, ça va. Mais quand on le vit, quand il faut recruter du personnel, des médecins, et qu'ils lisent dans la presse qu'on va peut-être fermer les centres, c'est quand même pas très incitant. Et puis alors le banquier, il vous dit oh, pas de problème, hein, je continue à vous financer dès que vous avez gagné. Voilà. Donc c'est vrai que ça a été dur. Mais d'un autre côté, ça, comme disait l'ex-président de l'Ordre des médecins de Paris, elle me dit je vous ai aidé à consolider votre modèle. Voilà. Et quel était le fondement de la plainte exactement ? C'était très technique. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, notre organisation fait que les médecins font 0 administratif. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Et donc on avait mis dans la holding qui détenait la participation dans les centres les services administratifs. Bon, évidemment, il faut payer les gens. Donc on refacturait au centre les services en question. Et on rentre dans la technique, dans le juridique, ne peut pas détenir un centre, une société d'exercice libéral de médecins, un prestataire de services dans le domaine de la médecine. Et donc, comme la maison mère faisait du service pour ses filiales, eux, ils considéraient qu'on était prestataire de services. Nous, on disait non, on est comme toute maison mère qui fait des services pour ses filiales. Et donc, on n'était pas d'accord là-dessus, et c'est là-dessus qu'on est allé devant les tribunaux. Et comme nous, on est plutôt quand même good guy, on a fini par trouver un accord avec l'ordre, et on a mis les services administratifs dans un GIE, qui est la propriété donc, de tous les centres. Et comme ça, tout le monde est content. Docteur Bertrand Legrand, bonjour à nouveau. Donc effectivement, vous avez un peu appliqué le même modèle à la médecine générale, sans vous concerter. Vous êtes généraliste installé avec votre épouse à Tourcoing, dans un quartier populaire. C'est un cabinet qui avait été créé par votre père en 1969.
Et vous êtes également le créateur de Vitodoc, un service de prise de rendez-vous urgent, sur lequel on reviendra plus tard. Et vous êtes élu généraliste CSMF dans le Nord. Alors, quand vous avez repris le cabinet de votre père, vous m'avez expliqué que vous aviez tout changé dans l'organisation. Et aujourd'hui, avec votre épouse, vous avez chacun plus de 3000 patients médecins traitants. Chacun. Quand la moyenne des généralistes, on l'a dit l'autre jour, est à 1060 patients médecins traitants. Donc concrètement, comment vous faites sans exploser votre temps de travail toutes les semaines? Alors, d'abord, un grand merci de me donner la parole. Avant de me répondre directement, il y a une chose qui m'a interpellé cet été. J'ai regardé un article du Figaro et puis je tombe sur Amazon Care. Et en lisant cet article, donc le déploiement de la médecine de proximité aux États-Unis avec le rachat par Amazon, c'est pas vraiment que ça m'a fait peur, mais je me suis dit, tiens, quel constat ils ont fait pour se dire qu'il fallait rentrer dans la médecine, alors que bon, Amazon, je les voyais pas trop dans la médecine, même si... Et en fait, leur constat, c'est qu'ils veulent pour la médecine, ce qu'a priori on ne fait pas, ils veulent une médecine qui soit accessible, rapide et agréable. On comprend tous, on sait tous lire entre les lignes ce que ça veut dire, et je me suis demandé en fait ce que j'avais fait et qui allait dans ce sens-là et qui empêcherait demain qu'une personne vienne me dire comment il fallait faire à ma place. Et donc du coup, je vais essayer de vous répondre en suivant ce fil accessible, rapide, agréable. Alors du coup, vous me posiez la question de savoir comment ce que j'avais changé. Alors la première chose qu'on a changé quand je me suis installé avec mon père, alors déjà là, j'ai eu énormément de chance que mon père me laisse faire ce que je voulais. C'est pas toujours, on ne peut pas rentrer toujours dans un cabinet en faisant tout ce qu'on veut. Et j'ai eu une deuxième chance, c'est de travailler en famille, ce qui simplifie, on va dire, les relations entre associés, normalement. Donc j'ai eu quelques petits avantages, faut l'avouer dès le départ. Et en fait, on a appliqué une technique qui marche dans toutes les administrations. On a commencé par faire une patientèle partagée. Et puisqu'il y a quelqu'un dans la CNAM, au moment où vous avez voté la loi qui permet de déclarer le médecin traitant, il y a une toute petite astérix qui dit qu'on a le droit d'être en patientèle partagée. C'est toujours pas applicable. Alors j'ai oublié la date, mais c'est toujours pas applicable aujourd'hui dans les machines de la caisse. Ce serait bien qu'un jour ça arrive. Je le dis ça comme ça juste au passage. Mais cette patientèle commune, c'est-à-dire qu'en fait, un patient, il vient chez moi, il me voit, je lui prescris un examen, et quand il a son retour d'examen ou son retour de consultation chez le spécialiste, c'est pas forcément moi qui va voir, ce sera le premier qui est disponible dans la file. Juste ça, c'est-à-dire le fait d'avoir mis en commun le dossier, parce que forcément, ça nécessite que les deux soient au courant de ce qui se passe en permanence. Le fait d'avoir protocolisé, parce que ça nécessite que chacun fasse la même médecine, on ne peut pas faire chacun dans son coin, ça permet de dépiler une file d'attente sur 2, 3 ou 4 médecins, et ça fait gagner 25% en fait, de productivité. Alors le chiffre de 25%, je ne le tire pas n'importe où, on a publié à un congrès de santé publique à Bordeaux, et c'est juste une formule mathématique. Donc en réalité, c'est bien pour ça qu'à la Poste, vous n'avez jamais 4 files, 4 guichets. Il y a une raison. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait, c'était il y a longtemps, c'est quand je me suis installé. Deuxième chose que j'ai fait, c'est que mon père était un médecin tout à fait classique, il travaillait sans secrétaire, avec une femme de ménage quand même, mais voilà. Et tout de suite, on a mis en place un poste de secrétaire temps plein pour pas seulement faire l'administratif, mais aussi réguler cette file qui avait besoin d'être guidée d'un bureau à l'autre. Ça nous a encore fait gagner du temps parce qu'en fait, la secrétaire va venir prendre en main la plupart des dossiers qu'on doit faire. Ensuite, j'ai eu des collaborateurs qui sont venus, et puis un jour, j'ai été séquestré, et bizarrement, ils ont plus voulu revenir. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et je me suis retrouvé à 2 pour 8000 habitants. Et donc, vous le disiez, effectivement, c'est 3000 patients. C'est pas 3000 patients et 3000 personnes en file active. C'est 3000 patients et 6000 personnes en file active. Je les ai regardés, les chiffres. Je suis passé en fait en un an de 3000 personnes en file active à 6000 en une seule année. Et ce qui a été vraiment déterminant, c'est qu'on est passé ce qu'on appelle en consultation sur créneau. Et au lieu de prendre un rendez-vous tous les 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, enfin peu importe, ça dépend de chaque personne,
et vous tombez sur un médecin, parce qu'en médecine générale, vous pouvez pas deviner à l'avance si la consultation elle va être longue ou pas longue. C'est un peu la roulette russe à chaque fois. Et si vous tombez sur une angine, bah, forcément c'est rapide. Surtout si elle est venue la semaine d'avant pour renouveler son traitement de diabète. Il faut arrêter de se dire les choses que... Mais par contre, si vous tombez sur une annonce d'une mauvaise nouvelle, et bah là, vous allez devoir prendre ce temps. Et donc le fait d'avoir mis comme ça du créneau, où je convoque donc 5 personnes sur une demi-heure qui vont être réparties entre les 2 personnes, entre les 2 médecins, ça me permet d'ajuster et d'être toujours en fait au taquet et d'avoir toujours quelqu'un derrière qui va pousser le précédent à aller juste à l'essentiel. Donc c'est un peu subtil, mais ça permet de ne pas perdre de temps à discuter de choses qui en fait ne relèvent pas de la médecine au sens propre du terme. Et alors du coup, j'entends, hein, il va forcément y avoir des bruissements dans la salle en se disant mais c'est pas très humain cette histoire-là. Et je voudrais juste à ceux qui pensent que c'est pas très humain rappeler 2-3 choses. La première chose, c'est que je travaille dans un des quartiers les plus dangereux de France. Enfin, réellement, enfin, je ne le dis pas comme ça. Je travaille avec une patientèle qui est pour 30% est sortie de prison sur des longues peines. Donc pas des gens qui ont l'habitude de discuter beaucoup. Voilà, ça peut vite dégénérer. Je travaille avec de la précarité sociale. Je pense que je dois avoir au moins 60% de gens en CMU. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment une patientèle très particulière. Mais je n'ai pas cherché à élever chacun de mes patients à 100%. J'ai élevé la masse peut-être d'une marche. Mais l'avoir élevé d'une marche sanitaire sur l'ensemble de mon quartier a fait un progrès médical qui était bien supérieur que si j'avais fait 100%. Parce qu'on regarde toujours les choses en se disant, mais si je passe une demi-heure avec mon patient, je vais être bien meilleur. Je suis sûr qu'on s'est tous posé cette question-là. Mais quand on passe une demi-heure avec son patient, en fait, il y en a 3 ou 4 qui ne seront pas soignés. Et donc, quand vous faites la moyenne, moi, quand mon fils il me ramène 15, 15, 0, je lui dis pas c'est bien, c'est la moyenne, on est en dessous. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi qu'on prenne en compte toutes ces personnes que l'on ne soigne pas aujourd'hui. Et si on ne les prend pas en compte, alors on est complètement aveugle sur toute une partie de la santé publique que l'on fait. Et donc, c'est pour ça que moi, je le ressens comme un devoir. Alors, je l'ai ressenti dès le départ, parce que j'étais dans ce quartier-là. Donc c'est ça qui guide en fait ma pratique en permanence. Et donc du coup, quand je commence à travailler, en permanence, je regarde ce que je peux optimiser comme temps. Parce que 30 secondes, c'est 30 secondes. Et quand le logiciel vient me coller 1h30 de lecture en plus, bah, on en parlait je ne sais plus quand, beaucoup de médecins lisent le courrier maintenant en électronique. Sauf que chaque fois que vous le lisez en électronique, bah, vous êtes bien obligé d'ouvrir le dossier, et puis bah, comme vous l'avez lu, bah, vous le rangez vous-même, c'est plus la secrétaire. Tout ça, ça nous fait perdre du temps en fait à la fin. Moi, je fais imprimer la totalité des courriers par ma secrétaire, je vais 10 fois plus vite à tourner les pages et à les lire, à mettre mes annotations dessus, et je redonne le tout à la secrétaire qui elle-même va remplir dans mon dossier. Donc c'est du temps gagné. Il n'y a pas une recette. Il y a chacun sa petite recette qui fait gagner du temps, parce qu'on sait tous à quel moment ça bug. J'ai changé mon standard téléphonique. J'ai mis un standard téléphonique où je peux recevoir des dizaines d'appels en même temps et ça se répartit dans le cabinet. D'abord la première secrétaire, la deuxième, et puis ensuite sur les médecins si jamais ils n'ont pas réussi à décrocher. J'ai changé mon informatique. J'ai mis un serveur bien au-dessus de la norme de ce qu'on me demandait, de manière à ne pas perdre ce fameux temps quand vous avez cliqué et que vous avez dépassé 7 secondes et que vous voulez recliquer une deuxième fois. C'est stupide, mais 7 secondes multipliées par le nombre de consultations, à la fin, ça compte. Donc il ne faut jamais hésiter à investir pour gagner du temps. C'est vraiment le fil des choses. Et puis on disait accessible, parce qu'on a développé le rapide, mais accessible, c'est vraiment essentiel. Alors que moi, je l'ai remarqué dès le départ, et je pense qu'on est tous à se sentir ce moment-là. Si j'ai un patient qui a sa fille qui a fait une otite, et que on ne l'a pas pris tout de suite, bah, il va arriver dans notre consultation, il va nous raconter tous les malheurs qu'il a eus depuis 3 jours avec sa fille qui l'empêche de dormir tous les soirs. Vous ne pouvez pas couper un patient qui vous dit ça, sinon vous êtes vraiment un malotru. Et si vous n'avez pas ce phénomène-là, bah vous avez gagné un bon 5 minutes, parce que c'est long de vous dire que votre fille elle a pleuré pendant 3 jours. Et donc le fait de voir en aigu immédiatement même un problème qui aurait pu attendre,
Parce que parfois c'est du consumérisme, je suis d'accord. Il y a des fois, on se dit, mince, c'est un certificat, bon, est-ce que ça valait le coup que je le vois aujourd'hui? Mais en le voyant tout de suite, j'ai 2 fois moins de temps à cause de ça, parce que le temps inutile n'a pas été pris. Et c'est pour ça que quand je suis passé en consultation sur Créneau, ça a libéré et ça me permet de pousser. Je pousse, et je n'ai plus de recul. Et puis, il y a le fameux agréable. Bon, ça, je l'ai appris par la force des choses, comme dirait l'autre. On a tendance tous à avoir un savoir qui est descendant. Hein. On essaye de le corriger en permanence. Sauf que là où je travaille, effectivement, j'ai pas d'autre choix que d'être agréable, parce que sinon ça se passe tout de suite très mal. Donc une fois, 2 fois, et à la 36e fois où j'étais agressé, j'ai compris qu'il fallait pas dire les choses comme ça, et ça va beaucoup plus vite. Et voilà, avec l'expérience, on apprend à avoir le petit mot qui fait que le soin est agréable et que ça va plus vite. Vous avez également embauché une assistante médicale, ou un assistant médical d'ailleurs, je ne sais pas. Quelles sont les missions que vous lui avez confiées? Quel est le financement que vous avez reçu de l'assurance maladie et les contreparties qui vont avec, s'il y en a? Et est-ce que ça a généré une réorganisation de votre cabinet, notamment vis-à-vis des secrétaires, et avec quels résultats? Alors, j'ai embauché effectivement une assistante médicale. C'était juste avant le Covid, puis juste après, boum, le Covid est arrivé, donc j'étais bien content de l'avoir fait. J'ai eu une subvention de la caisse qui couvre largement son salaire, puisque ça couvre son salaire, ses charges. Je pense que ça ne couvre pas si jamais je devais la licencier aujourd'hui. Mais elle me fait pendant ce temps-là des actes techniques. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, systématiquement, à l'intérieur du cabinet, on va faire des EFR, des IPS, un ECG. On va faire l'ensemble des actes de prévention qui doivent être faits sur l'ensemble de la file active. Alors, on a pris une assistante, elle fait ça, donc c'est ma secrétaire, et j'étais particulièrement ravi parce que humainement parlant, c'est une infirmière algérienne qui n'a jamais eu son diplôme reconnu en France pour des raisons administratives pures et dures. Et donc c'est vrai que quand elle était secrétaire, elle avait ce rôle d'un peu d'infirmière aussi. Et maintenant, elle peut réellement exercer en tant qu'assistante ce qui lui plaisait dans le métier d'infirmière. Donc elle réalise tous les actes techniques et moi je ne fais que les lire, ce qui me fait gagner un temps fou. Et je le fais, c'est ce que je disais hier, dans la foulée. C'est-à-dire que si vous convoquez un patient et que vous dites je te fais un courrier pour aller voir le pneumologue, pour aller faire une spirométrie, on sait tous que le taux de réussite, il est extrêmement faible. Alors au début, je me suis dit, si c'est moi qui le fais, ça va nettement s'améliorer. J'en étais persuadé. Sauf que quand on le fait le lendemain, c'est pareil. Les personnes, elles ne reviennent pas. Donc, à un moment donné, il faut le faire le jour même. Et c'est l'avantage, quand on est plusieurs médecins, c'est d'avoir une assistante qui était partagée. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on est en patientèle partagée, ce qui ne pose pas de problème de le côté, les deux en même temps. Parce qu'il n'y a pas non plus question que je fasse une consultation d'angine et qu'en plus, je fasse une EFR et que du coup, ça détruise une des deux valeurs. Il faut arrêter de déconner. Quand on fait quelque chose, on le fait bien et on est rémunéré correctement. Donc ça m'a permis ça. Et vous m'aviez posé une deuxième question que j'ai perdue. Quels sont les résultats en termes de productivité? Parce que alors, oui, résultats en termes d'efficacité, vous avez bien compris que ça va plus vite quand on a délégué, mais c'est surtout résultats en termes de qualité. Parce qu'en réalité, tout à coup, bizarrement, tous mes chiffres de surveillance de la ROSP sont nettement améliorés. Bon, alors la ROSP, c'est toujours la même chose, hein, c'est des objectifs quantitatifs de dépenses. Donc, je suis aussi chercheur attaché avec l'Université de Lille, et donc on publie, et on requête notre base, et on a permis aussi de voir s'il y avait une amélioration en bénéfices cliniques. Et on s'est rendu compte aussi qu'on dépistait mieux l'ensemble des comorbidités, parce que forcément, on avait fait les examens. C'est pas évident de faire 300, 400, 500 EFR dans une patientèle de médecine. Et pourtant, des patients qui ont plus de 10 paquets années, plus de 40 ans, on en a tous un certain nombre, donc je pense qu'on devrait tous nettement s'améliorer là-dessus. Et après, on a fait une chose aussi qui est très particulière, c'est que j'ai pris, alors je ne l'ai pas embauché dans mon cabinet, mais je le prends en tant que consultant. J'ai quelqu'un qui est ce qu'on appelle un data scientist, qui analyse ma base et qui cherche les perdus de vue. C'est-à-dire qu'en fait, on a un BPCO, on le suit, et puis il vient, et puis on sait tous qu'en fait, non, il ne vient pas, parce qu'à un moment donné, il arrête son traitement, il arrête son suivi, et puis vous le revoyez 10 ans plus tard quand il y a des mauvaises nouvelles à annoncer. Et en fait, on a dans notre patientèle
toute une série de personnes dont on sait très bien qu'on n'a pas fait les examens. Et l'attitude du médecin généraliste, c'est un peu une attitude de pêcheur. On jette l'hameçon, on attend que le patient y passe, et puis quand il passe, oui, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les patients qui ne viennent pas nous voir? Et c'est là où en fait j'ai inversé le paradigme, et mon assistante, elle rappelle mes patients qui sont perdus de vue en leur demandant: est-ce que vous avez bien fait votre mammographie? Non, il va falloir en parler à la prochaine consultation. Est-ce que vous avez bien fait votre suivi, votre EFR pour votre asthme? Non, ça n'a pas été fait, etc., etc. Tout ça, c'est des soins qui n'ont pas été faits. Donc quand on disait tout à l'heure, est-ce qu'on s'évalue seulement sur ce qu'on a fait, ou est-ce qu'on s'évalue aussi sur ce qu'on n'a pas fait? Moi, je pense que c'est important de s'évaluer sur l'ensemble des patients qu'on a en responsabilité, c'est-à-dire l'ensemble de notre patientèle médecin traitant. Merci. Henri Pitron, vous êtes directeur des affaires publiques à Doctolib, qu'on ne présente plus. On peut juste préciser que Doctolib, c'est 60 000 médecins libéraux clients, 25 000 généralistes et 35 000 autres spécialistes. Comment Doctolib accompagne les médecins libéraux dans cette quête de rationalisation du temps médical? Parce que c'est pas seulement un service rendu aux patients, c'est aussi aider le médecin à gérer son agenda. Comme mes camarades, je vais déjà vous remercier pour le fait d'être là et votre invitation. Et peut-être juste, avant de parler de Doctolib, un mot sur le titre de cette table ronde, puisque mes deux camarades ont présenté des initiatives particulièrement brillantes en matière d'organisation du temps médical. Et il faut savoir que cette dimension entrepreneuriale, en fait, elle est vraiment présente chez l'ensemble des médecins, et c'est quelque chose qui a été pas une surprise pour nous, mais qui allait à l'encontre des idées reçues qu'on avait au départ en lançant Doctolib. Quand on a lancé Doctolib, on nous a dit c'est le secteur le plus difficile à transformer, vous n'arriverez jamais à faire innover les médecins. Or, on a pu compter, notamment dans le libéral, en grande partie dans le libéral, sur une vraie force entrepreneuriale, et c'est important de le dire. Donc, pour parler de Doctolib quelques instants, en fait, on est parti du même constat fin 2013 quand on a lancé Doctolib que celui qui a été rappelé de manière très juste. C'est que vous avez le croisement des courbes, comme on dit, vous avez un enjeu de décroissance en fait, de la démographie médicale, avec une augmentation des besoins sous la pression sociodémographique, épidémiologique, qui fait qu'en France, vous avez des besoins en matière de santé et des besoins en matière d'accès qui vont grandissant. C'était vrai déjà en 2013, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Et donc l'enjeu de l'optimisation du temps médical est un enjeu majeur. C'est en fait là-dessus que s'est constitué Doctolib. Et ça a été dit par mon voisin de droite. Vous avez, mais ça a été aussi dit d'ailleurs par mon voisin de gauche, vous avez plusieurs manières de travailler sur l'optimisation du temps médical. En fait, vous en avez majoritairement deux. Vous avez le travail sur les organisations, vous avez le travail sur l'organisation et puis le travail sur le numérique. Il faut savoir que les deux choses ne sont pas distinctes. C'est-à-dire que le numérique, c'est jamais seulement un enjeu technique. Ça s'appuie toujours sur des enjeux organisationnels. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Doctolib et peut-être quels sont les résultats en fait. Je vais peut-être partir des résultats et vous expliquer comment on y est arrivé. Ce sont des chiffres que je n'ai pas eu l'occasion de donner, mais qui sont importants. Un médecin généraliste qui utilise Doctolib, au bout d'1 an, il fait 11% de consultations en plus. Un médecin spécialiste, il fait 16% de consultations en plus. Et on a aussi des taux d'augmentation de la productivité, je reviendrai peut-être sur ce terme, extrêmement importants à l'hôpital ou dans le paramédical. Comment on arrive à ces résultats qui d'ailleurs, mais je pense que vous l'aurez compris, ont une incidence directe sur l'accès aux soins, notamment sur la décrue des délais d'attente. On a des délais d'attente qui sont nettement plus faibles sur Doctolib qu'ils ne le sont en population générale. On divise par 4 les délais d'attente en ophtalmo, par exemple, par 3 en dermato, par 2 en gynéco, avec des résultats donc assez significatifs. Comment on arrive à ça? On arrive à ça d'abord en travaillant sur l'organisation de l'activité de consultation du cabinet, avec un modèle qui est un modèle propre à Doctolib, qui est un modèle d'ailleurs différent du modèle de mon voisin de gauche, qui consiste
à organiser d'une certaine manière l'agenda de la consultation. Ce qu'il faut garder en tête que Doctolib, c'est vrai que Doctolib aujourd'hui est très connu pour le service de prise de rendez-vous en ligne utilisé par de grands nombres de patients en France, mais avant d'être un service de prise de rendez-vous en ligne, c'est un logiciel de gestion d'agenda. C'est un agenda électronique utilisé par les professionnels de santé, dont l'utilisation en fait permet incidemment des gains de productivité. Comment? Déjà en numérisant une partie des tâches de secrétariat. Et on arrive en fait, grâce à cette numérisation, à décroître en fait de 30% le temps administratif dans l'agenda des médecins. Le temps administratif dans l'agenda des médecins, c'est pas rien. Je crois que les chiffres, c'est une semaine de travail pour un médecin généraliste, c'est 54 heures. Vous avez 5h30 de temps administratif. Si vous réussissez à diminuer de 30% ce temps-là, en gros, c'est équivalent 30 minutes par jour. À la fin de la semaine, vous avez quand même permis de gagner 2h30 de travail. Pour un médecin généraliste, c'est pas rien, parce que vous avez beaucoup de médecins généralistes qui travaillent seuls, vous en avez 40% aujourd'hui. Vous avez beaucoup de médecins généralistes encore qui travaillent aussi sans assistante, vous en avez 25%. Et donc, ça n'est pas rien. 30% de temps administratif en moins. Deuxième sujet d'actualité sur lequel vous aurez peut-être des questions et qui est très important, c'est le sujet de la réduction des rendez-vous non honorés. Alors, les rendez-vous non honorés, c'est un fléau que connaissent tous les médecins et les autres professions de santé d'ailleurs qui sont dans la salle. C'est un phénomène qui est massif. Il y a des chiffres qui ont été communiqués récemment par l'URPS Île-de-France. Je crois qu'ils évaluent le nombre de rendez-vous non honorés par an à 28 millions si c'est un rendez-vous non honoré par jour, mais je crois que la moyenne est plutôt à 2 rendez-vous non honorés par jour, donc on est plutôt aux alentours de 50 millions de rendez-vous perdus par an, enfin que les professionnels de santé, les médecins en l'occurrence, restent à attendre seuls dans leur cabinet. C'est l'équivalent du travail de 8000 médecins par an qui partent en fumée. Doctolib réduit très fortement ce taux. Je vous expliquerai comment. Les chiffres sont les suivants. Vous avez une moyenne, donc, sur l'ensemble des professions de santé, c'est difficile à évaluer. On évalue environ à 12% le nombre de rendez-vous honorés sur l'ensemble des rendez-vous. Doctolib le réduit à 5%. Et en médecine générale, les chiffres sont les suivants. Vous avez en moyenne 5,5% de rendez-vous non honorés. Ce qui s'explique assez facilement, d'ailleurs, entre parenthèses, vous avez moins de rendez-vous non honorés en médecine générale, puisque les rendez-vous sont généralement pris dans des délais plus courts et avec une urgence ressentie qui est un petit peu plus forte. Sur Doctolib, il est à 3,5% ce taux. C'est-à-dire qu'on le réduit de plus de moitié. Comment on réduit ce taux? Déjà en envoyant une information au patient au moment de la prise de rendez-vous en ligne, en lui disant que ce rendez-vous l'engage. D'autre part, et c'est bien sûr le point le plus important, ce qui permet de réduire de 60% les rendez-vous non honorés, en envoyant des emails et des SMS de rappel à plusieurs reprises jusqu'au rendez-vous, qui comprennent non seulement ce message-là, mais surtout pour le patient la possibilité d'annuler son rendez-vous très facilement, parce que vous avez beaucoup d'annulations qui échouent de bonne foi. Vous en avez qui échouent de mauvaise foi, mais vous en avez quand même qui échouent de bonne foi du fait de la difficulté à joindre un secrétariat. Et je reviendrai après si vous avez des questions sur les règles un petit peu afférentes au rendez-vous non honoré, ce qui me permet d'obtenir des résultats assez importants. Ça, c'est une première partie. Donc, lutter contre le temps administratif, lutter contre les rendez-vous non honorés, et enfin, optimiser la gestion de l'agenda à travers 2 grandes mesures. La première, c'est le fait de normer en fait, des motifs de consultation dans l'agenda du professionnel de santé, en l'occurrence du médecin. En fait, Doctolib, ça se passe de manière assez simple. Sur Doctolib, le médecin en fait, qualifie son activité au début de la configuration de l'agenda. Il définit un certain nombre de motifs de consultation qu'il réalise. Il alloue un temps donné à chaque motif. Et ensuite, les patients ou la secrétaire en fonction placent les créneaux dans l'agenda en fonction du motif qui est renseigné par le patient. Et ça permet de faire des gains de productivité assez fortes. On a une moyenne de 3,5 consultations par heure sur Doctolib, ce qui est plutôt une moyenne élevée.
Vous avez d'autres outils qui permettent d'améliorer cette productivité, notamment la téléconsultation qui permet de réduire un petit peu le temps de la consultation et par ailleurs de numériser toute une partie des tâches dont on parle assez peu, mais qui aujourd'hui incombent aux médecins, notamment tout ce qui est paiement. Et vous avez enfin une meilleure allocation des disponibilités, notamment en urgence. Alors, c'est très connu, les médecins généralistes font énormément de soins non programmés, ils n'ont pas attendu Doctolib pour faire des soins non programmés, mais vous avez des fonctionnalités qui permettent sur Doctolib de garder de garder ouvert des créneaux, un contingent de créneaux en fait à 24 heures, à 48 heures, ce qui permet une allocation plus optimale en fait des créneaux. Et grâce en fait à ces différents mécanismes, on arrive à optimiser de manière assez forte le temps médical et on contribue ainsi à la fois à améliorer quand même la qualité de vie au travail des professionnels de santé, puisque comme le disait mon camarade, ils peuvent se concentrer vraiment plus sur des tâches médicales et on améliore également l'accès aux soins. Peut-être une clarification nécessaire par rapport au renseignement du motif de rendez-vous au moment de la prise de rendez-vous, parce que c'est une critique qu'on peut vous faire régulièrement. En quoi est-ce que vous garantissez le respect du secret médical à ce moment-là et l'impératif de protection des données de santé? Alors c'est une question qui revient assez fréquemment et je vous remercie de la poser parce que du coup ça me permet de parler d'un sujet important. Cette donnée, effectivement une donnée de santé, en fait Doctolib n'y a pas accès. C'est une donnée qui est fournie aux professionnels de santé et à son personnel. Personnel qui, comme le professionnel de santé en question, est soumis au secret médical. Donc en fait ça change strictement rien, c'est un outil métier. Quand vous, professionnel de santé, je pense que beaucoup autour de la salle le font, utilisez votre logiciel métier, vous entrez dans ce logiciel métier tout un tas d'infos médicales sans que la protection des données de vos patients ni le secret médical ne soit remis en cause. Et sur les rendez-vous non honorés, effectivement, est-ce qu'on doit aller plus loin, notamment en utilisant Doctolib, c'est-à-dire est-ce qu'on doit interdire à des patients de prendre 2, 3, 4 rendez-vous chez un même spécialiste en même temps, parce qu'on sait qu'ils activent l'alerte pour avoir le premier spécialiste qui va se libérer plus tôt, et en oubliant d'annuler les autres rendez-vous? C'est sûr qu'il faut aller plus loin. Je vous l'ai dit vraiment en introduction, mais l'équivalent de 8000 médecins années perdues dans la situation dans laquelle on est, c'est un levier dont on ne peut pas se passer. On parle beaucoup du numérique, on a parlé des assistants médicaux, il y a énormément de leviers, en tout cas dans la mobilisation générale pour l'accès aux soins. C'est sûr que ces 8000 praticiens, on ne peut pas s'en passer. Et donc, ça fait partie des sujets de réflexion qu'on a d'abord avec les représentants de la profession, mais également avec le ministère, d'améliorer nos dispositifs sur le sujet. J'ai vu que le ministre souhaitait se saisir du sujet. Il y a des discussions autour de pénalités financières, là pour le coup, qui n'appartiennent pas du tout à Doctolib de trancher. Mais sur les dispositifs techniques à mettre en œuvre, c'est sur la table. Et il y a des discussions avec la CSMF sur ce sujet, avec d'autres syndicats, puisque pour le coup, c'est un sujet qui nous rassemble tous, et également avec les associations de patients, parce qu'il ne faut pas les oublier, dans la mesure où c'est un sujet qui les concerne, l'accès aux soins quand même assez prioritairement, et souvent elles réagissent mal quand on prend mal le sujet. Je pense qu'elles auraient vraiment intérêt à travailler de manière constructive sur le sujet, ce qui est le cas, et donc on travaille dans ce sens-là. Sur la mesure en particulier, je ne peux pas vous donner de scoop là, mais ça fait partie des options qui sont sur la table dans les discussions. J'aimerais maintenant aborder une question fondamentale qu'on a déjà abordée d'ailleurs hier et avant-hier. Et là, je mets la question au débat. Ces nouvelles organisations qui reposent sur le travail aidé, la délégation de tâches, nécessitent-elles de revoir la rémunération? Je pense que la réponse est évidente, mais de quelle façon? On a le docteur De Vulder qui a dit on ne réorganisera pas la médecine de ville avec une consultation à 25 €. On a hier Jean-Marc Aubert qui a dit que c'est probablement parce qu'au cours des 20 dernières années, le mode de rémunération n'a pas fondamentalement changé, que les organisations n'ont pas fondamentalement changé. Donc pour vous, qu'est-ce qui doit être changé au niveau de la rémunération? Est-ce que c'est
plus de forfaits structure pour ces problématiques de locaux, de nouveaux services d'équipement, ou est-ce que c'est revoir complètement la structure de la rémunération ou tout simplement augmenter l'acte? Bertrand Legros. Alors, on se le disait tout à l'heure, moi je suis assez partisan de regarder les choses qui ont été mises en place et d'évaluer pas la quantité qui a été mise en place, mais le résultat par rapport à ce qu'on s'était donné comme objectif et par rapport à l'objectif qu'on doit atteindre. Donc Franck disait qu'il n'y avait pas du tout assez d'assistants. C'est peut-être pas l'objectif qu'on s'était fixé, parce que les politiques ont donné un objectif, mais nous, on sait bien quel est l'objectif qu'on a, et l'objectif, c'est quand même d'avoir un assistant dans chaque cabinet médical, parce qu'on ne peut plus imaginer qu'un médecin fasse le ménage lui-même ou ouvre le courrier lui-même. Donc, il va bien falloir qu'il y ait des assistants et qu'on emploie. On a essayé une méthode, on a mis un forfait, et je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu un forfait qui était au-dessus du coût du salarié. Donc je ne sais pas quelle entreprise a ça, mais je crois que personne n'a jamais eu une aide aussi importante. Et au moment où on l'a mis en place, j'étais dans les premiers à dire que ce n'était pas assez, qu'il fallait le passer à l'acte. Ok, voilà, dans l'acte, le forfait a été très important. J'imagine pas une seconde que ce forfait va augmenter. Ça deviendrait, là, on se mettrait, je pense, en risque par rapport à la population générale. Et pourtant, ça n'a pas marché. Et moi, je pense que si l'ensemble de la communauté médicale, l'ensemble des médecins n'a pas adhéré immédiatement au problème, alors certes, il y a eu le Covid, machin, etc., mais je pense que si on n'a pas passé le pas, c'est parce que le modèle économique, il n'est pas clair pour nous. Moi, quand j'embauche quelqu'un, je veux savoir ce qu'elle va produire comme acte, et je vais calculer si elle est rentable ou pas rentable. Alors, je dis elle, ça peut être il. Hein. Mais c'est comme ça qu'on raisonne, et je pense qu'on raisonne tous comme ça. Ce qui fait que, en fait, quand j'ai un cabinet médical où il y a un assistant, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va chercher les perdus de vue, on fait des choses qui ne sont pas valorisées. Parce que quelqu'un qui ne le fait pas, il a la même valeur d'acte, et moi qui le fais, j'ai un acte supplémentaire, j'ai pas d'acte supplémentaire, alors que je fais un travail supplémentaire, et que j'ai un résultat supplémentaire. Donc je suis très partisan, comme depuis le début, d'avoir une cotation supplémentaire, sur lequel je pourrais établir un business plan et puis embaucher. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à déclencher une modernisation des cabinets en ayant un acte supplémentaire. Et je réponds du coup par la même réponse à quelque chose qui va forcément être un peu désagréable, mais du coup, je ne suis pas vraiment pour augmenter l'acte de base à partir du moment où on définit ce qu'est un minimum. Vous avez bien compris que 25 € pour faire un suivi d'ALD plus une angine plus je ne sais trop quoi, c'est non. Mais un motif rapide, parce qu'on est des médecins et que donc on va beaucoup plus vite qu'une infirmière ou qu'un assistant, pour 25 €, si ça fait 5 minutes, ça fait le job. Mais encore faut-il que ça fasse 5 minutes. Docteur Pelaine, vous développez dans votre ouvrage une autre idée de modèle de rémunération? Oui, alors il y a plusieurs choses. Enfin, la première, c'est, enfin, je ne veux pas dire le contraire de mon collègue, mais je pense quand même que quand on compare la rémunération à l'acte d'un médecin français par rapport aux médecins tout autour de nous, et je ne parle pas des États-Unis, on voit bien quand même que c'est très bas. Hein, et donc la revalorisation, elle est nécessaire. Ensuite, je reviens à mon modèle d'entreprise médicale. Si on travaille avec des paramédicaux, par exemple les infirmières, les orthoptistes et d'autres, il y a des NGAP de ces professions. Et on peut associer des actes du médecin pour ce que fait le médecin et des actes du paramédical pour ce que fait le paramédical. Alors c'est très encadré. En ophtalmo, on attend une circulaire prochainement, un peu restrictive et qui, à mon avis, sera difficile à vivre pour les secteurs 1, parce que c'est surtout pour les secteurs 1 que c'est important, puisque les secteurs 2, qui sont quand même près de 60%, je crois, des spécialistes, ont la possibilité de faire un DP derrière. Donc évidemment, c'est pas le même modèle économique. Hein. Évidemment, si on peut
être maître de sa rémunération, on peut embaucher plus facilement que si on est tenu par le tarif conventionnel. C'est pour ça que pour les secteurs 1, il y a la possibilité, avec un certain nombre de professions paramédicales, de rajouter l'acte du paramédical pour ce qu'il a fait. Peut-être juste un mot, si je peux me permettre, parce que je suis vraiment très en accord avec ce qu'a dit Bertrand sur le volet technologique, puisque le titre de la table ronde, c'est l'entreprise libérale. Il faut avoir en tête quand même que l'investissement du médecin dans son outil technologique est extrêmement faible. Si on le compare avec les canons de l'entreprise, y compris en France, en gros, l'investissement d'un médecin dans sa technologie, c'est moins d'1% de son budget annuel. Dans le monde du privé, de l'entreprise, c'est plutôt 3 à 4% en France. Et alors, je ne parle même pas dans d'autres pays, les pays anglo-saxons, on est plus aux alentours de 7-8%. En libéral. Et la situation n'est pas tellement meilleure du côté de l'hôpital. Là où, pour répondre à votre question sur la rémunération, je ne pense pas forcément qu'il faille, alors je ne me prononce pas moi sur, à la limite, acte, forfait, je ne pense pas forcément qu'il faille augmenter par exemple le forfait structure qui est aujourd'hui quand même aux alentours de 10 000 euros par praticien par an. En revanche, là où je suis tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit, c'est très important de le simplifier et surtout de montrer aux praticiens ce qu'ils vont pouvoir obtenir en utilisant ces outils. Ce que j'ai essayé de vous expliquer sur Doctolib aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait, enfin c'est un constat qui se fait par beaucoup de médecins qui fait qu'on n'a pas spécialement besoin d'une incitation dans le forfait structure pour que les médecins se mettent sur Doctolib. Mais il y a plein d'autres outils qui ont une vraie valeur ajoutée sur l'organisation du travail et la pratique professionnelle, qui ne sont pas suffisamment fléchés, expliqués par les pouvoirs publics et qui mériteraient de l'être, au-delà de l'aspect simplement pure rémunération, en rentrant par exemple dans un forfait structure, pas forcément avec une rémunération très forte à la clé, mais juste en expliquant aux praticiens le gain qu'il peut en faire derrière. Voilà. Je vais aborder un autre sujet d'importance avant de laisser la parole à la salle. Comment est-ce qu'on concilie dans cette quête de productivité le nécessaire maintien de la qualité des soins? Parce que voilà, on vous l'a reproché, hein, François Pelaine, on pourra vous le reprocher, docteur Legrand, de faire une médecine d'abattage. Et notamment, voilà, si on confie de plus en plus, si une partie de la présence du cabinet est de plus en plus, dans la présence du patient dans le cabinet est de plus en plus confiée aux secrétaires, aux assistants, aux infirmières salariées éventuellement, et que le patient ne voit presque plus le médecin ou juste quelques minutes, voilà, est-ce que le lien entre médecin et patient ne va pas être distendu? Alors moi je dis l'inverse. Plus on délègue, plus on a de temps médical à consacrer à notre patient. Mais du temps médical, pas du temps technique ou du temps administratif. Je pense que c'est plus utile de passer 2 minutes supplémentaires sur sa pathologie que de passer 2 minutes sur la télétransmission et la carte bleue. Et donc, quand on redonne du temps médical au médecin, on permet au médecin de passer plus de temps médical, pas forcément. Parce que si vous comptez le temps entre l'entrée et la sortie, d'accord, mais si le médecin a été occupé par des tâches administratives et techniques pendant 80% de l'entretien, le travail médical, il a été réduit à 20%. Si vous lui redonnez du temps médical, il va peut-être passer moins de temps avec le médecin, avec le patient, mais il passera du temps médical et il fera peut-être encore mieux son travail. Et pour savoir, évidemment, si la qualité est là, nous, on est rentré dans une démarche de certification des soins. Si vous avez une démarche de protocolisation, comme le disait mon confrère, parce que la protocolisation, c'est une chose, mais si on ne respecte pas le protocole, c'en est une autre. Donc, protocolisation implique certification pour moi. Et la certification assure la qualité des soins. Il est évidemment pas question, quand on dit productivité, abattage, moi, c'est des mots qui me choquent.
donner la possibilité à un paramédical de faire le travail technique, c'est pas de la productivité, c'est de l'organisation du parcours de soins. Donc, moi, je ne pense pas qu'on fasse de l'abattage et de la productivité quand on voit plus de patients, parce qu'il y a des collaborateurs qui font une partie du travail. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Oui, allez-y. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que, si tu veux, moi, je suis une femme, donc à peu près 80% de ma clientèle veut coucher avec moi, veut vivre avec moi. Ils m'aiment, ils m'adorent. Je trouve ça normal. Mais au bout du compte, je pense que cette histoire de dire que le médecin doit être près de son patient, etc., non. Non. On est là pour faire des diagnostics. On n'est pas là pour leur tenir la main, ni pour avoir une relation exceptionnelle avec eux. Et si pour faire des diagnostics, il te faut 3 secondes, eh bien, tes 3 secondes, ils méritent le pognon que tu gagnes. Je vais te répondre là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que nous, on est là pour faire des diagnostics et s'occuper de nos malades. On n'est pas là pour faire des diagnostics, on est là pour faire des diagnostics et les expliquer. Oui. Si moi, oui. je dis à un patient qui est venu pour une paire de lunettes, ah ben vous avez un glaucome, je ne fais pas le boulot. Parce qu'il ne va pas prendre son traitement pour le glaucome si je ne vais pas expliquer les conséquences, etc. Donc, il faut bien passer du temps médical avec son patient pour lui expliquer le diagnostic. Et c'est là qu'il faut trouver du temps. Mais quand même, au bout du compte, ce qui compte, c'est que si tu es couché sur un divan d'examen et que je te dis « tu as une péritonite appendiculaire, je t'ai sauvé la vie ». Et si je t'ai expliqué que la péritonite, c'est un mécanisme inflammatoire et infectieux qui atteint le péritoine et qui risque d'engager ta vie, etc. Là, tu confonds l'aigu et le chronique. L'aigu, évidemment, on ne va pas expliquer à quelqu'un qu'il est en train de mourir et qu'il faut lui faire des soins. Par contre, dans le chronique, si tu veux que le traitement soit pris, il faut lui expliquer. Oui, mais en quoi c'est un acte spécifiquement médical réservé aux médecins? Pas forcément. Ça aussi, ça peut se négocier en délégation de tâches. Oui, tout à fait. Moi, je pense je suis d'accord avec toi. On redonne à notre métier sa dimension d'expert médical et que tout le reste, ma foi, on s'en dégage. Voilà. Alors moi, je me permettrais juste de vous dire, vous vous rappelez tous le proverbe, 2 médecins, 2 avis différents. On est assez nombreux pour avoir plein d'avis différents. Mais par contre, il y en a un qui va nous réunir tous, c'est qu'il y a une seule manière d'évaluer les choses. Il n'y en a pas 2. C'est le résultat clinique. Pas le nombre d'INR qu'on a fait. Non, non, le temps passé dans la marche thérapeutique. Pas le nombre d'hémoglobine glyquée prescrite. Non, non, le résultat qu'on a obtenu et la baisse. Et ça, c'est indiscutable. Alors si demain la caisse veut passer à une vraie évaluation et qu'on puisse en tirer une conclusion entre ceux qui vont dire qu'il faut faire comme ci et les autres qui vont dire qu'il faut faire comme ça, il va falloir un jour passer sous le prisme du résultat sur nos patientèles. Et après, une dernière chose, vous imaginez bien qu'un patient, il n'est pas captif, on est dans un monde libéral, on n'est pas en Angleterre, il n'est pas inscrit dans un centre. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même se poser des questions. C'est-à-dire qu'une patientèle qui croit, a priori, j'aurais tendance à penser que le médecin n'est pas trop mauvais, ou en tout cas qu'il est perçu comme bon par le patient. Une patientèle qui décroît, c'est qu'on a changé. Et j'imagine que dans notre vie de médecin, il y a des moments où on est bon, puis des moments où on est moins bon, parce que voilà, c'est comme ça. Bonjour, Jean Mogad, médecin généraliste. Comme le docteur Legrand, à qui je vais poser ma question, il y a une petite chose qui m'a un peu surprise. C'est que tu as dit, j'ai transformé ma secrétaire en assistante médicale. Donc, si tu veux, j'en discutais avec mon voisin qui me dit, c'est pas le poste que tu as transformé, c'est ta secrétaire que tu as transformé. Autrement dit, il y a ta femme, il y a toi, il y a l'assistante, et il y a une nouvelle secrétaire. Il fallait le préciser parce que moi, j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas supprimer un poste quand on embauchait une secrétaire. Ça, c'est ma première question. Et puis, la deuxième question, c'est sur ta gestion. Tu as bien expliqué ta gestion pour les consultations très courtes. Par contre, je n'ai pas bien compris la gestion des longues. Merci.
Donc pour répondre à la question, oui, effectivement, on ne peut pas transformer une secrétaire en assistante et en embaucher personne, évidemment. Vous ne touchez pas une subvention pour embaucher quelqu'un pour ne pas l'embaucher. On est bien clair sur la question. Donc effectivement, je me suis mal exprimé. Ma secrétaire, qui avait déjà la compétence d'assistante, puisqu'elle est déjà diplômée infirmière en Algérie, même si le diplôme n'a pas été reconnu en France, est devenue assistante, et comme j'étais dans les premiers, j'ai bénéficié de cette possibilité qu'elle le fasse sans avoir été formée au démarrage. C'est moi qui l'ai formée. Et d'ailleurs, à ce sujet, la formation dans un cabinet médical d'assistant dépend de celui qui utilise l'assistant. Je pige pas encore pourquoi je vais aller envoyer ma secrétaire quand elle va partir à la retraite, donc la suivante, pour devenir assistante, pour lui expliquer comment on fait dans les autres cabinets. Parce que je n'ai pas l'intention qu'elle parte dans un autre cabinet non plus. Mais tu ne réponds pas à ma question, ça veut dire qu'en plus, tu as transformé, c'est ma question précise, tu as transformé ta secrétaire en assistante, mais tu as employé en plus une autre secrétaire. Il faut le préciser. Tout à fait. J'ai embauché une secrétaire à la place du poste qui devenait vacant. C'était ma principale question. Et la subsidiaire, c'est ta gestion des consultations longues. Ma gestion des consultations longues. Oui, alors c'est ce que je disais, en fait, dans une consultation sur créneau, quand tu as 5 personnes qui arrivent sur un seul créneau et que tu es 2 à dépiler la file, ça te permet, en fait, quand tu n'as pas prévu et que c'est une consultation longue, je peux prendre du temps, et pendant ce temps-là, mon collègue, en l'occurrence ma femme, bien évidemment, elle continue à dépiler la file d'attente, ce qui fait qu'il n'y a pas d'attente et que j'arrive toujours à l'heure. Oui, je suis radiologue. Une question à M. Pelaine. Monsieur Pelaine, je suis là. Oui. Non, je voulais savoir, je pense qu'à la CSMF et dans la médecine générale, on est très attaché au statut de profession libérale, avec un côté entrepreneur, chef d'entreprise, et un côté clinicien. Et dans cette évolution du statut de profession libérale vers l'entreprise médicale que vous prenez, comment est-ce que ce côté entrepreneurial, chef d'entreprise, peut être préservé, d'autant plus que M. Pitron nous a dit qu'il avait été frappé par le côté entrepreneurial des médecins. Il ne faudrait pas que dans 30 ans, dans 40 ans, on se retrouve avec finalement des médecins qui sont salariés, qui sont dépendants soit de fonds de pension, soit, ce qui est à peu près la même chose, de 1 ou 2 médecins. Donc comment est-ce que vous répondez à ça ? D'abord, c'est déjà le cas. Il y a des cabinets de groupe où il y a un médecin qui a 60% des parts et puis un autre qui en a 1%. On n'est pas sur quelque chose qui peut arriver, on est sur quelque chose qui existe. Ensuite, les fonds de pension, c'est un fantasme, parce qu'en France, il n'y a pas de fonds de pension. Donc, on n'est pas concerné. Il y a des investisseurs professionnels qui ont un rôle déterminé par la loi. Par exemple, pour les sociétés d'exercice libéral, un investisseur non professionnel ne peut pas investir plus de 25% des parts d'un cabinet. Donc c'est borné. Et donc les risques de dérive, parce que souvent on me dit oui, regardez ce qui s'est passé dans les cliniques, on a perdu, les cliniques sont passées entièrement entre les mains de financiers. Et en l'occurrence de fonds de pension pour partie. La loi sur les professions libérales ne permet pas ce genre de dérive. C'est encadré et l'ordre est extrêmement vigilant à ce que ça soit respecté. Merci. Michel Wirth, ORL, élu URPS Grand Est. J'étais interpellé par plusieurs choses que j'ai entendues sur cette table ronde et je me permettrai d'apporter peut-être des nuances. Dans cette maison, nous avons prôné à un certain moment C égale CS. Donc je ne peux pas m'empêcher de réagir au fait que j'entende que l'acte de base puisse stagner au niveau actuel. Je pense qu'il faut mener cette réflexion tous les cas pour la branche des spécialistes, en tous les cas, autre que la médecine générale, cette idée doit s'intégrer dans le cadre de la hiérarchisation des actes de premier niveau et des niveaux supérieurs. Je pense qu'en l'état, ça me paraît
un petit peu réducteur la façon dont les choses ont été présentées, et je dois avouer que ça me laisse un peu perplexe. Deuxième réflexion, je me permets de réagir à la présentation qui a été faite par Doctolib, ayant moi-même été responsable d'un de mes dada concernant les rendez-vous non honorés, puisque j'ai mené une enquête sur la région Grand Est dans le cadre de l'URPS, à laquelle nous avons essayé de faire participer Doctolib, qui n'a pas répondu tout à fait à nos attentes, je dois l'avouer. Cela étant, nous avons grosso modo abouti aux mêmes conclusions, à peu près 4% de rendez-vous non honorés, sachant que votre statistique, on peut en discuter, parce que pour avoir creusé un petit peu la question, bon nombre, je suis moi-même utilisateur de Doctolib, bon nombre d'utilisateurs ne cliquent pas rendez-vous non honoré. Donc ce qui fait que vous avez une sous-estimation extrêmement importante du nombre de rendez-vous non honorés déclarés par les professionnels de santé. Le deuxième point, les rappels ne marchent pas. Les rappels ne marchent pas. Que ce soit par SMS ou par mail, ça ne marche pas. Voilà. Et c'est vrai que ça faisait écho à une enquête précédente qui avait été publiée par Odoxa, par les MNH dans le Figaro, qui disait sûrement les plateformes de rendez-vous en ligne vont régler le problème. Or, force est de constater que ça ne règle pas le problème. Dans notre enquête, que nous n'avons pas encore complètement matérialisée sur le papier, les résultats montrent qu'on obtient à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a 1 ou 2 rendez-vous par jour non honorés par médecin. Ce qui fait, grosso modo, il y a différentes façons de les présenter, ça fait 100 heures de temps médical annuel à peu près, par médecin. Voilà, ce qui est considérable. Et effectivement, où je vous rejoins par contre, et c'était l'idée que nous avions portée, c'est de travailler avec les associations de patients pour une sensibilisation de la problématique. Et je pense que c'est une problématique sociétale et qui n'est pas limitée au monde de la santé. Et parlant à des interlocuteurs de Doctolib, qui ont été quand même, le président a été fondateur de la fourchette, le monde de l'entreprise de la restauration est également confronté au même problème, et d'autres entreprises le sont également. Voilà, c'est les petites nuances que je voudrais apporter par rapport à ça, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, et je vous remercie. Merci pour la question. Alors, j'ai eu le droit de répondre en premier. Je me souviens bien du travail engagé, qui est engagé. Du coup, pour moi, il n'était pas, c'était pas une occasion manquée. Je suis d'accord avec le premier constat, qui est que sur Doctolib, effectivement, et j'aurais dû le dire, les chiffres qu'on a sont sur la base du déclaratif. Après, donc il y a forcément une sous-évaluation, c'est vrai. Après, dans quelle mesure on peut quand même en douter? On peut douter de l'ampleur de la mesure, dans la mesure justement où quand même c'est un fléau pour les professionnels de santé et qui sont quand même plutôt incités à le déclarer. Pourquoi? Parce qu'en fait, au bout, et ça c'est important de le savoir, au bout d'un certain nombre de déclarations, en l'occurrence 3, il y a un blocage de la prise de rendez-vous en ligne automatique pour le patient sur Doctolib. Sachant qu'un professionnel de santé peut... Si. Ah si. Le patient n'est pas bloqué sur Doctolib. Le patient est simplement bloqué pour le professionnel de santé. Le patient, la prise de rendez-vous en ligne est bloquée pour le patient. Non, il est bloqué pour le professionnel de santé. Ah, chez le professionnel de santé en question, oui, c'est ça. Voilà, il n'est pas bloqué sur Doctolib. Ah non, il est... Donc alors, votre expression est fausse. C'est une façon erronée de présenter la chose. C'est fondamentalement différent. Alors, déjà... C'est-à-dire que le patient récidiviste qui le fait chez plusieurs médecins, de la même manière, ne sera pas bloqué. Donc il va pouvoir se reporter sur un autre professionnel de santé du territoire, ce qui, à terme, conduit à certains patients qui sont bloqués chez tous les professionnels d'un territoire où vous avez une offre de soins qui est limitée. Et donc, on se retrouve à une problématique, est-ce qu'on est dans le cadre du refus de soins ? Donc après, le patient doit appeler les secrétariats pour dire, voilà, je ne comprends pas,
je ne peux pas avoir de rendez-vous. Comment ça se fait? Et pour participer, pour être également en commission paritaire, cette problématique s'est déjà présentée. Donc le patient n'est pas bloqué, et une des réponses que vous nous avez faites, c'est que vous ne pouvez pas bloquer le patient, même le patient récidiviste. Mais c'est un vrai problème. Voilà. Excusez-moi d'être un peu plus précis. Non, non, je vous en prie, vraiment, aucun problème. C'est un sujet important, et par ailleurs, c'est un sujet sur lequel les solutions sont en cours d'élaboration. Donc, et je suis pas tout à fait... Enfin, en l'occurrence, c'est possible pour un professionnel de santé, comme on vient de le dire, de bloquer la prise de rendez-vous en ligne pour un patient. Donc je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas en être de même pour d'autres professionnels de santé. C'est vrai que c'est un vrai sujet qui va se poser dans les semaines à venir. On arrive un peu au bout de cette table ronde, donc si vous avez des dernières réactions très courtes. Moi, je voudrais donner juste... Chez nous, on a un gros 10% de rendez-vous non honorés. Alors, le fait que nous soyons sur des grosses structures où il y a plusieurs médecins qui exercent en même temps, nous avons pris la décision, nous, on bloque personne, hein, pour être franc. Par contre, puisque c'est assez régulier, alors évidemment, quand vous êtes en exercice seul, vous ne savez pas à quelle heure ça va arriver, c'est compliqué à gérer. Quand vous êtes dans un exercice à plusieurs, nous, on surbook. On fait, puisqu'on a 10% de taux de no-show, on fait 10% de surbooking. Et à la fin de la journée, on a le nombre de patients prévus. Et donc, il n'y a pas de temps médical de perdu, puisque les médecins ont été occupés toute la journée. Voilà, c'est juste un exemple. Oui. Sur le même sujet, moi, à mon cabinet, j'ai un de mes associés qui est sur Doctolib. Ça ne lui empêche pas d'avoir évidemment des lapins. Et moi qui n'y suis pas, ma secrétaire, sur les rendez-vous qui sont pris très longtemps à l'avance, je dis attention, celui-là il a pris rendez-vous il y a 2 mois, vous appelez le patient. Le patient nous dit oui, oui, je viens, et il ne vient pas. Donc on n'a pas de solution. Tant qu'il n'y aura pas de sanction sur le patient, on ne s'en sortira pas. C'est un sujet qu'on traitera sur Egora, je vous le promets. Je préfère une sanction financière à bloquer le patient. Pour moi, bloquer le patient, c'est quelque chose de très difficile à vivre pour un médecin. J'aurais 2 petites questions pour rebondir notamment sur la question du surbooking. La première est pourquoi vous ne proposez pas d'outils pour faire de la prédiction de lapins? Je pense que vous avez une masse de données à votre disposition qui est absolument énorme, qui permettrait d'avancer là-dessus. La seconde, c'est je voudrais, très friande de statistiques descriptives, savoir si votre taux de lapin est similaire avec les médecins et avec les autres professionnels non de santé à qui vous vendez vos services. Du coup, j'ai 2 minutes ou... Je me tourne vers le docteur de Wilder. Non, mais moi, c'était pour une question également. Donc, vas-y. Allez-y. T'as 2 minutes. Je vais essayer de répondre en 2 minutes. Juste, moi, je vous présente les statistiques qu'on a. En l'occurrence, les statistiques qu'on a, et on pourra en parler, elles indiquent quand même un effet. Il mériterait d'être diffusé très largement et exprimé. C'est super intéressant. Donc, je me souviens bien de votre deuxième question, votre première question. Pourquoi vous ne proposez pas d'outils de prédiction du lapin compte tenu de la masse de données dont vous disposez? J'ai du mal à visualiser ce que serait un outil de prédiction. Faites tourner une AI sur les stades dont vous disposez pour nous dire ce patient-là est à haut risque de lapin et si vous voulez faire du surbooking, c'est sur ce rendez-vous-là qu'il faut le mettre. Alors, en l'occurrence, nous, c'est vrai que je n'ai pas réagi, mais le principe du surbooking, ce n'est pas un principe qu'on promeut. Le principe de Doctolib, c'est d'avoir lié à la fonctionnalité d'annulation une fonctionnalité connectée à une liste d'attente qui permet de remplir le créneau de manière quasi automatique, très très rapide. Donc on n'a pas besoin. En fait, la panacée au lapin, c'est la garantie de pouvoir remplir ce créneau très rapidement derrière. Et donc, ça répond pas à votre question, mais c'est le schéma en fait c'est le schéma qu'on met en œuvre. Bah si. Le lapin, par définition, est imprévu. Le lapin. Quand effectivement vous n'avez pas un mec qui va pouvoir débarquer en 12 secondes au cabinet. Non, bien sûr, pardon. L'annulation, d'accord. Là, je parlais de l'annulation. Non, c'est vrai. Donc sur le lapin en question, tous les mécanismes visent à limiter au maximum, d'où les statistiques que je vous ai présentées. Après, on n'a pas de solution au lapin. Essayer donc d'anticiper en fonction des comportements prévus, c'est un petit peu alors il n'y a pas d'AI qui tourne là-dessus, mais c'est un petit peu le but de la déclaration par
le professionnel de santé, sauf qu'effectivement aujourd'hui, et là je rejoins ce qui a été dit, ça se fait professionnel par professionnel. Il n'y a pas de choses qui sont mises en place au niveau de l'ensemble des professionnels sur Doctolib. Sujet dont on peut tout à fait discuter. Sur le deuxième sujet, la deuxième question qui est la vôtre, le nombre de professions non réglementées sur Doctolib, sujet qui a fait couler beaucoup d'encre récemment, c'est extrêmement faible sur Doctolib, hein, c'est 3% des professions représentées sur Doctolib. Je n'ai pas les chiffres des rendez-vous non honorés dans ces professions-là. Ce que je peux vous dire, c'est que le chiffre en médecine générale, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est quand même beaucoup plus faible que dans les autres médecines, que chez les autres spécialistes, et il est aussi plus faible à l'hôpital, et il est plus faible qu'à l'hôpital, et il est plus faible que chez les paramédicaux. Il dépend aussi des délais d'attente. Hein. Oui, parce que dans les zones très tendues, les gens y viennent, hein, je peux vous dire. Oui, il fallait des délais d'attente. Quand bien même vous avez rappelé la veille ou l'avant-veille et que les gens vous ont dit qu'ils venaient, le taux de lapin, il est le même aussi. Quand vous faites rappeler vos secrétaires, que ça soit de l'appel téléphonique, du SMS, du mail, je suis tout à fait d'accord avec Michel Wirth, ça ne fonctionne pas. Ça ouvre aussi la question de savoir quand même qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui ne viennent pas. Un jour ou l'autre, il faudra les soigner, parce que si on les concentre, ça va finir par faire un pool de gens qui ne seront pas soignés ou qui ne seront pas pris en charge. Donc, à un moment donné, je vous invite quand même très fortement à résoudre le problème du surbooking, parce que ça revient à ce que je disais sur le créneau. Le fait de le faire en créneau me permet, moi, de voir passer un lapin sans en avoir aucune frustration, voire même pas m'en rendre compte. En fait, ce qui gêne dans le lapin, c'est la frustration du médecin. C'est pas qu'on en veut aux patients, c'est juste que quand on se retrouve tout seul, c'est désagréable. Le problème n'est pas le même chez les généralistes et les spécialistes. Chez les spécialistes, malheureusement, probablement que ce patient est allé chez un autre spécialiste qui avait des délais plus courts. Deux réflexions. Ce n'est pas des questions finalement, deux réflexions. Une un peu humoristique, je vous invite à regarder à nouveau la pub qui se coule sur le lapin et le chasseur. Et vous vous en souvenez quelles ont été nos demandes vis-à-vis de Doctolib Henri le sait bien, mais pareil vis-à-vis d'ailleurs des autres plateformes de rendez-vous. La première demande, c'est quand on blacklist, même si le mot n'est pas entendable. Moi, j'avoue que dans ma pratique personnelle, si tu ne viens pas à ma consultation et que tu ne me préviens pas, tu ne peux plus prendre de rendez-vous en ligne. Ça ne veut pas dire que tu ne peux plus me voir. Tu décroches ton téléphone et tu appelles ma secrétaire. Mais tu ne peux plus prendre de rendez-vous en ligne. Donc on a demandé, moi ce que j'ai demandé à Doctolib, c'est que ce patient, après on peut critiquer cette attitude, qui n'est pas critiquée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins, on en a discuté ensemble la semaine dernière. Je ne bloque pas et j'empêche pas le patient de prendre de rendez-vous. J'empêche le patient de polluer mon agenda sur des rendez-vous en ligne de façon excessive. Ce que je demande à Doctolib, je demande de la même chose à Maya et aux autres, c'est que dans un cabinet de groupe, cette démarche à la demande du médecin puisse être faite globalement si le cabinet le souhaite. Parce que, première demande. La deuxième demande, parce que nous on voit ça depuis assez peu de temps, je travaille dans un cabinet, comme tu le sais, 2 groupes de gastroentérologues, nous sommes 9, aux surprises, essentiellement depuis là, à la rentrée. On a des patients qui viennent nous voir et on se dit mais c'est quand même incroyable, là qu'ils ont 5 rendez-vous, un avec moi, un avec 4 de mes associés. Parce que le système vertueux, et je le salue, qui consiste à dire je prends un rendez-vous, le rendez-vous est loin, puis s'il y a une place qui se libère, je renvoie un SMS et machin, ils prennent 5 rendez-vous pour augmenter les chances. Et je comprends, c'est d'empêcher. Alors, 2 solutions. Soit de déconnecter automatiquement les autres rendez-vous, soit d'empêcher que dans une même temporalité, on puisse prendre 5 rendez-vous chez 5 ophtalmos de la même ville au même moment pour la quinzaine à venir. Voilà. Quant aux sanctions financières, pour information, on n'est qu'entre nous, mais on sait qu'elles ont plutôt la faveur du ministre, hein, pour être très clair, hein, c'est comme ça qu'il l'exprime. Moi, la seule demande que j'ai à faire, c'est une solution technique. Je ne me positionne pas sur il faut pas, on sait que c'est en plein débat, que certains d'ailleurs en font des coups politiques ou syndicaux, on l'a vu dans la presse récemment, c'est qu'on puisse se positionner nous-mêmes, techniquement. Quand je téléconsulte, une empreinte de carte bleue est prise en prenant la téléconsultation. Eh bien, laissons-nous la possibilité d'avoir la même démarche sur des consultations qui ne sont pas des téléconsultations, et libre à chacun, pas de faire rembourser par l'assurance maladie, mais de responsabiliser les gens. Après, chacun se positionnera en fonction d'eux. On est dans le respect de la loi également.